Salut les terriens, bienvenue dans le journal de l'espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine chaque vendredi. Je vous souhaite une très bonne vidéo. La conquête spatiale est très souvent synonyme de découvertes et d'avancées technologiques passionnantes, mais elle comporte aussi une partie plus inquiétante quand on commence à s'intéresser à la militarisation de notre orbite basse. La Fondation pour la sécurité mondiale a publié le 2 avril dernier son rapport annuel qui met en lumière la course croissante aux armements spatiaux entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Ce rapport, compilé à partir d'informations accessibles au public, détaille les capacités spatiales militaires développées par une douzaine de pays. Il ressort de façon évidente que la Russie et la Chine rattrapent rapidement les États-Unis dans des domaines clés comme la guerre électronique et la manœuvrabilité. Et oui, la Russie et la Chine ont fait des progrès significatifs dans le développement d'outils de guerre électroniques spatiaux capables de perturber ou de désactiver les satellites ennemis. Concrètement, cela signifie que des technologies telles que les systèmes de brouillage électronique et les armes à énergie dirigée utilisant des lasers ou des micro-ondes ne sont aujourd'hui plus de la science-fiction et sont déjà bel et bien actives. Les deux pays ont également rattrapé leur retard dans le domaine de la connaissance du milieu spatial grâce à des satellites espions avancés capables de manœuvrer finement en orbite pour une surveillance rapprochée ou même des attaques sur d'autres appareils. La Russie en particulier a accru ses capacités de guerre spatiale au cours de la dernière décennie. Selon le rapport de la Fondation, de gros moyens sont mis sur la table par le Kremlin qui cherche à retrouver les avantages militaires de l'ère soviétique perdus après la fin de la guerre froide. Si les responsables du Pentagone sonnent l'alarme depuis des années, ce rapport fournit également des détails plus précis sur les armes antispatiales spécifiques développées par la Russie et la Chine. En cherchant bien, on y apprend qu'il existe des rumeurs d'un nouveau programme russe visant à développer des satellites à propulsion nucléaire qui pourraient frapper les États-Unis avec des impulsions électromagnétiques, paralysant potentiellement d'énormes parties de leur flotte militaire spatiale. Bon, il est cependant noté que les détails de cette menace restaient encore largement inconnus. Pour la Chine, le rapport indique que le développement d'armes spatiales est motivé par le désir de contrer la supériorité militaire américaine et d'accroître sa propre influence régionale. Pékin considère la capacité d'annuler les systèmes spatiaux américains comme la clé pour dissuader d'éventuels conflits futurs, une sorte de dissuasion nucléaire spatiale, bien que les intentions chinoises ne soient pas vraiment identifiées. Dans les deux cas, on constate bel et bien une montée en puissance des armes spatiales, la grande guerre des étoiles initiée dans les années 80 par le président américain Ronald Reagan, puis finalement abandonnée en partie après l'effondrement du bloc soviétique, revient sur le devant de la scène 40 ans après, sauf que cette fois ce ne sont plus deux, mais 3 nations qui s'opposent. Bon, il faut se rendre à l'évidence, après plus de 2 décennies de bons et loyaux services, notre station spatiale internationale est en fin de vie. On sait d'ailleurs qu'elle sera mise à la retraite vers 2031. Ce fabuleux projet des années 90, symbole de coopération internationale, a monopolisé les ressources des plus grandes agences spatiales pendant plus de 10 ans pour aboutir à la plus grande structure spatiale jamais construite par l'homme. 30 ans plus tard, le contexte international et les objectifs ont changé, la NASA ne peut plus se permettre de relancer toute seule un nouveau projet, et devant l'émergence de nouveaux géants tels que SpaceX et Blue Origin, la solution est toute trouvée, faire appel au privé pour construire une toute nouvelle station spatiale, disposant des meilleures technologies. Si les projets sont nombreux, c'est celui amené par Blue Origin et Sierra Space Orbital Reef qui semble être le plus avancé. Et si le nom de Sierra Space ne vous dit rien, sachez qu'ils sont les concepteurs de la future petite navette Dream Chaser qui devrait être lancée dans les prochains mois. Si aujourd'hui je vous parle d'Orbital Reef, c'est que nous venons d'apprendre que des essais très importants ont été brillamment réussis la semaine dernière sur l'un des systèmes principaux, le dispositif permettant d'assurer la survie des astronautes à bord. En tant que contributeur financier principal, c'est la NASA qui a publié un article sur l'avancement du projet. L'agence a indiqué qu'Orbital Reef vient de franchir 4 étapes cruciales pour la suite du développement de la station, ce qui est rassurant pour l'avenir. Il faut bien comprendre que comme tout bon projet qui se respecte, Orbital Reef se décompose en plusieurs sous-ensembles. C'est ce fractionnement qui permet à la NASA de suivre avec précision les progrès de son partenaire, mais aussi et surtout de les valider pour s'assurer qu'il respecte les exigences de sécurité très sévères qui accompagnent un tel projet. Un nouveau système régénératif conçu par Blue Origin permet d'assurer la capacité de la station à fournir des conditions de vie correctes et sûres pour les personnes à bord.
Bien évidemment, des progrès importants ont été faits depuis 20 ans et la technologie utilisée a été miniaturisée et fiabilisée pour permettre de garantir un approvisionnement constant en air et en eau potable pour les occupants de la station. Le retour d'expérience de l'ISS a donc été très important pour les équipes techniques de Blue Origin et Sierra Space, qui ont ici travaillé de concert avec les ingénieurs de la NASA. D'un point de vue plus général, l'externalisation de la gestion et du développement des futures stations spatiales à des entreprises commerciales est une décision qui est très stratégique. Le but est bien entendu de réduire les coûts et permettre à la NASA de se concentrer sur des objectifs à long terme, comme par exemple le retour humain sur la Lune avec le programme Artemis, et à plus long terme encore vers Mars. Bon, même si forcément ça fait rêver, tous ces projets nécessitent d'importants investissements, et c'est donc l'une des raisons pour lesquelles l'agence veut se libérer de la gestion et de l'entretien d'une station spatiale, qui coûte aujourd'hui tout de même très cher à l'agence et à ses partenaires. On parle de 3 milliards de dollars par an, c'est donc le prix à payer pour une présence en orbite basse continue. Si tout se passe comme prévu, la mission Artemis 3 de la NASA permettra à l'homme de poser une nouvelle fois le pied sur la Lune. Cette grande aventure va également s'accompagner par l'installation de nouvelles infrastructures et moyens de déplacement. La NASA veut par exemple une nouvelle Jeep lunaire, mais espère également installer une centrale nucléaire afin d'alimenter une future base lunaire. Si l'agence américaine a de nombreux projets civils, les militaires ne sont pas en reste. La DARPA, l'agence américaine pour les projets militaires de recherche avancée, vient de faire appel aux géants de l'aéronautique et du spatial Northrop Grumman pour concevoir, tenez-vous bien, un réseau ferroviaire lunaire. Ce projet, appelé Luna 10, va d'abord passer par une phase de faisabilité qui va durer 10 mois, avec comme but l'optimisation des voies de communication entre les futurs sites lunaires. Bon, à première vue, je vous l'accorde, l'idée de faire circuler un train sur la Lune peut paraître fantaisiste, mais ce projet repose sur des études tout à fait sérieuses qui mettent en avant la nécessité absolue d'assurer des moyens de communication sûrs et efficaces. Northrop Grumman va devoir également étudier de nouveaux concepts robotiques nécessaires à la construction de telles installations. Ces robots devront être capables d'effectuer des tâches spécifiques telles que le nivellement et la préparation des fondations, le placement et l'alignement des voies, l'assemblage et la finition, l'inspection, l'entretien et les réparations. Il faut bien comprendre que si la DARPA souhaite investir des millions de dollars dans une étude de ce type, c'est pour la simple et bonne raison que le chemin de fer est la meilleure solution pour limiter l'exposition à la poussière lunaire, le fameux régolithe, qui est très agressif pour les équipements car très fin, très abrasif et collant à cause de l'électricité statique, ici bien plus importante que sur Terre à cause de l'absence d'atmosphère. Les engins à pneus classiques déplacent énormément de poussière, il suffit d'ailleurs de se rappeler des jeeps lunaires des missions Apollo que l'on voit déplacer de grands nuages de poussière lors de leurs évolutions sur le sol de la Lune. Si le ferroviaire s'impose un jour sur notre satellite naturel, il est clair que les technologies actuelles pour assurer sa mise en place et son exploitation n'existent pas encore. Ce qui est certain, c'est qu'il est hors de question d'amener les matières premières depuis la Terre, les coûts seraient astronomiques et ce, même avec un Starship pleinement opérationnel. Il va donc falloir trouver les solutions pour fabriquer tout sur place. En ce sens, l'initiative de la DARPA est excellente puisque les recherches qui vont commencer pourront bénéficier à de nombreux autres projets, comme par exemple la construction et la maintenance d'habitats durables pour les premiers occupants. Connaissez-vous Orbex? Cette petite société aérospatiale basée au Royaume-Uni développe une petite fusée orbitale commerciale appelée Prime. Jusque-là, rien d'exceptionnel, les sociétés du New Space sont désormais nombreuses sur le marché. Par contre, si je vous dis que ces ingénieurs viennent d'inventer une toute nouvelle méthode de réutilisation en déposant un brevet unique qui pourrait changer pas mal de choses pour les petits lanceurs. Cette technologie est appelée RefLite, elle réutilise les composants structurels existants du lanceur pour faciliter sa récupération tout en minimisant la masse supplémentaire embarquée. Cette stratégie de conception permet à la fusée d'être réutilisée avec un impact minimal sur ses performances globales et sans nécessiter de carburant supplémentaire lors de sa phase de retour. Cette nouvelle méthode contraste fortement avec d'autres systèmes de lancement réutilisables qui s'appuient sur des solutions de descente motorisée pour ralentir le véhicule lors de la rentrée et de l'atterrissage. C'est d'ailleurs comme cela que procède SpaceX pour récupérer le premier étage de sa Falcon 9. Alors techniquement, comment fonctionne RefLite ? Eh bien, si on prend exemple sur la fusée Prime qui se compose de 2 étages, Orbex a réussi à intégrer son système RefLite en transformant la structure interétage, située comme son nom l'indique entre les étages, en 4 pièces en forme de pétales. Ces pétales vont se déplier pour créer une plus grande traînée aérodynamique et mieux encore peuvent réorienter et décélérer l'étage de la fusée vidée de son carburant pour une descente contrôlée vers la Terre. Alors forcément, avec un tel système, pas question de se poser à la verticale à la SpaceX. Ici, Orbex a prévu un parachute léger et un atterrissage en mer à faible vitesse.
Après la récupération, Orbex prévoit de remettre à neuf ou de recycler l'étage dans son usine de Forès. Si l'équation économique est respectée, les coûts de lancement vont devenir de plus en plus faibles dans les années qui viennent. Dit autrement, l'avenir c'est bien la récupération des premiers étages des lanceurs, qu'ils soient légers comme ici avec Orbex, ou plus imposants comme le Falcon 9, voire même le Starship de SpaceX. La récupération devient de plus en plus incontournable. Les États-Unis en sont les pionniers, la Chine va suivre et l'Europe s'y met sérieusement. C'est ce que l'on appelle tout simplement une révolution technologique. Depuis novembre dernier, plus rien ne va pour Voyager 1. La vénérable sonde spatiale est confrontée à un problème informatique complexe qui l'empêche de fournir des données exploitables. Heureusement, il reste tout de même une lueur d'espoir, puisque le 20 mars, Joseph Westlake, directeur de la division héliophysique de la NASA, a déclaré qu'il semblait possible de résoudre le problème informatique du vaisseau spatial vieux de près de 50 ans. Après plusieurs mois d'analyse du problème et des systèmes informatiques du vaisseau, les ingénieurs ont conclu que le problème venait d'un ordinateur de bord appelé Système de données de vol, le FDS en anglais. C'est cet ordinateur qui collecte les données des instruments de Voyager 1 et d'autres systèmes de télémétrie du vaisseau spatial. Le problème, c'est que pour le réparer, c'est très compliqué, mais rien d'impossible pour les talentueux ingénieurs de la NASA. Pour le petit rappel, Voyager 1 a été lancée il y a 47 ans en 1977. Elle se trouve désormais à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui signifie qu'il faut plus de 22 heures au signaux pour voyager entre la Terre et le vaisseau spatial. Ce n'est pas tout, les personnes qui ont développé le FDS au début et au milieu des années 70 sont aujourd'hui à la retraite ou décédées et ne peuvent plus apporter leur aide aujourd'hui. La seule solution, c'était donc de se tourner vers la documentation de l'époque, comprendre le fonctionnement de ces vieux logiciels, les faire tourner sur de très vieux systèmes, et malgré tous ces obstacles, identifier le problème. Alors concrètement, que s'est-il passé ? D'après nos informations, la NASA a finalement annoncé le 13 mars des progrès concrets dans la réparation du FDS avec l'envoi d'une commande appelée POC à la sonde. Le vaisseau spatial a bien répondu en renvoyant une lecture de sa mémoire, ce qui a permis de comparer le message reçu avec celui envoyé. Comme je le disais, c'est le 20 mars que l'on a finalement appris que le problème semble être une unité de mémoire corrompue sur le vaisseau spatial, et sans rentrer trop dans les détails, il suffirait de déplacer 2 octets de mémoire d'une région à une autre en évitant la zone corrompue. Et oui, 2 octets ce n'est pas beaucoup, mais cela suffit à compromettre tout un système de communication. Par contre, on ne sait pas encore combien de temps il va falloir aux informaticiens de la NASA pour faire cette modification. On sait juste qu'il va falloir plusieurs semaines, le temps de réécrire le logiciel, le tester et valider sa robustesse. Et oui, il faut surtout veiller à ne pas endommager la sonde. Le fait de pouvoir réparer un si vieil engin à des milliards de kilomètres de la Terre, c'est une vraie prouesse, mais aussi une chance inestimable de disposer de données sur l'espace interstellaire, une zone encore très mystérieuse pour les scientifiques. Allez, voici quelques nouvelles d'Ariane 6, dont les préparatifs pour le premier vol vont bon train. Ariane Group est en train d'assembler ce que l'on appelle le noyau central de la fusée. C'est une étape très importante dans le développement du lanceur européen. L'opération, qui se déroule au bâtiment d'assemblage lanceur au port spatial européen de Guyane française, est très méticuleuse. Elle comporte l'accouplement et l'intégration de l'étage principal et supérieur du lanceur. Ce processus de précision est essentiel car les étages doivent s'aligner parfaitement pour faciliter les connexions électriques avant d'être reliés ensemble par des liaisons boulonnées. Suite au retrait du lanceur factice utilisé pour les essais combinés, le noyau central du lanceur d'essai est actuellement stocké dans la même installation. Cette configuration abrite en même temps les noyaux centraux des modèles de vol d'essai et inauguraux avant le transfert vers la zone de lancement. Géré par l'Agence spatiale européenne et piloté par Ariane Group en tant que maître d'œuvre industriel, le programme Ariane 6 représente une collaboration impliquant de nombreux partenaires. Le Centre national d'études spatiales, le CNES, c'est-à-dire la NASA française, est quant à lui chargé de la gestion du pas de tir et du complexe de lancement de Kourou. Comme vous le voyez, les choses avancent. Récemment a eu lieu la préparation du premier booster et le démontage du modèle de test pour nettoyer la rampe de lancement. Les prochaines étapes menant au lancement inaugural incluent l'achèvement du deuxième booster, la verticalisation du noyau central et l'arrivée des charges utiles à Kourou. La fenêtre de lancement de la toute première Ariane 6 se situe toujours entre le 15 juin et le 31 juillet 2024. Cette fusée, vous le savez, est conçue pour succéder à Ariane 5 et dispose d'une capacité de rallumage de son étage supérieur pour répondre à différents types de missions, y compris les déploiements de constellations de satellites. Ce vol, initialement prévu pour juillet 2020, et oui, sa date, est très attendu par les dirigeants européens, qui comptent sur Ariane 6 pour redonner à l'Europe sa capacité d'accès à l'espace.
Voilà les terriens, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura encore appris plein de nouvelles choses. N'oubliez pas comme d'habitude le pouce pour nous soutenir, les petits commentaires qui font toujours plaisir à l'équipe. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et à la chaîne secondaire, le journal de la Starbase, pour retrouver toutes nos vidéos. On se retrouve très vite pour la suite. Salut les terriens!